1er janvier. La nouvelle année a commencé. Je suis allée à une fête d'étudiants pour le réveillon. C'était la première fois que je ne le passais pas en famille. Nous nous sommes bien amusés. Tout le monde s'est dit persuadé que 1941 serait une bonne année. Ce film parle d'hommes et de femmes à Moscou. Il repose sur les rares journaux intimes conservés de cette époque. 1er janvier 1941, 172 jours avant l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht, l'armée allemande. Hier, chez Lily, nous avons bien mangé. C'était même délicieux. Mitya va demain à la prison de la Boutirka porter des vêtements chauds à Nina Nikolaïevna. Il voulait que j'aille avec lui, mais j'ai refusé. Qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Et puis, il m'est arrivé quelque chose de très déplaisant. Pour une raison que j'ignore, ma radio ne marche plus. Je ne sais plus comment m'occuper. Ma mère a passé la journée à repriser des chaussettes. Дед Мороз всегда дорогой гость. В каждом городе и в каждом селе веселые каникулы оставили детям много радостных воспоминаний. 3 janvier. Nous sommes terriblement occupés en ce moment. Les négociations sont presque terminées, et ce petit presque fait que nous nous rendons à peu près 3 fois par jour au commissariat aux affaires étrangères et au Kremlin. Nous ne savons plus où donner de la tête. Mais il s'agit de choses tellement énormes, tellement cruciales, que tout le reste passe nécessairement au second plan. 10 января 1941 года в Москве правительство Советского Союза в лице председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Михайловича Молотова с одной стороны и правительство Германии в лице германского посла в Москве графа фон дер Шуленбург с другой стороны заключили договор о государственной границе СССР и Германии на участке от реки Игорка до Балтийского моря в связи с состоявшимся 3 августа 1940 года принятием Литовской ССР в состав Союза Советских Социалистических Республик. Ce sera le dernier amendement au pacte conclu entre Hitler et Staline. На старте полета в стратосферу с открытой гондолой. Участники высотного полета, начальник воздухоплавательной группы товарищ Фомин и старший пилот товарищ Голышев. Смелые стратонавты поднялись на высоту в 11 тысяч метров. Это новый международный рекорд. В детском саду Сокольнического района в ленинские дни. Мы знаем, великий Ленин заботлив и ласков был. Он взял бы нас на колени, с улыбкой бы нас спросил: ну как вам живется, дети? И наш бы звенел ответ: мы всех счастливее на свете, ребят веселее нас нет. Когда же мы, наконец, поедем? Вот заработаем денег, поедем. Да где же мы их заработаем? Стоп, стоп! А сколько вообще декораций осталось? 3 больших декорации, потом несколько съемок. В общем, к маю я кончаю все съемки. Ну, не будем вам мешать. Товарищи, приготовились к репетиции? Стоп, стоп, стоп. Декорации, потом несколько мелких съемок.
май окончающий съемки. Sur le plateau de la Mosfilm, le plus important studio soviétique, le tournage se fait dans la bonne humeur. Le film sera achevé le 22 juin, jour de l'invasion allemande. Ну, здесь как все в порядке. Сколько дней будет снимать декорации? Мы завтра ее кончим. А вообще декораций сколько осталось? У нас 3 больших декорации, потом несколько мелких съемок. В общем, в мае я вам там все кончу. Начинай. Товарищи, приготовились, давайте. Страшно наиграл Эйзенштейн, невыносимо. 25 janvier. J'ai occupé pendant quelques jours le canapé de la salle d'attente de la mairie de Moscou. En vain. Pronin refuse catégoriquement de me recevoir. J'en ai assez de ces écrivains qui me demandent tous un logement, a-t-il dit. J'ai publié une lettre ouverte au camarade Pronin, président du conseil municipal de Moscou. Je me consume dans des conditions de logement épouvantables. Je vis ainsi depuis 1929 et je ne me suis jamais plaint, citoyen Pronin. Mais il est devenu impossible de continuer ainsi. Vous qui êtes à la tête de la ville, vous refusez de me recevoir. Vous n'estimez pas possible de m'accorder 5 minutes entre 2 rendez-vous. C'est là une preuve supplémentaire que le peuple a besoin de moi. Cela me rapproche de ceux que vous ne daignez pas accueillir sur votre auguste seuil, pourtant façonnés par leurs mains. J'en suis fier. J'ai dit ce que j'avais à dire, et je me sens mieux, monsieur le chef de la municipalité, Vassili Prohorovitch Pronin. « 30 janvier. J'ai regardé Souvorov. Les grands épisodes de l'histoire nationale sont à l'honneur. Les héros militaires ont la cote. Je me réjouis du succès remporté par ce vieux Tcherkassov. Convaincant, naturel, chaleureux. Un jeu pas très varié, mais cela ne gêne pas vraiment. Une sacrée gueule. Je regrette de ne pas avoir su incarner un chef militaire de cette trempe. Участвует в лыжном кроссе имени героя и маршала Советского Союза товарища Тимошенко. Командующий Московским военным округом генерал армии Тюленев и герой Советского Союза генерал-майор Лелюшенко присутствовали в Венской части на старте лыжного кросса. Un an plus tôt, l'armée rouge a subi de grandes pertes en faisant la guerre à la Finlande. Quelques leçons de ski suffiront-elles à éviter une prochaine débâcle? Без умения ходить на лыжах нельзя вести успешные боевые действия в зимних условиях. Bien sûr, nous passons progressivement à l'âge adulte. Nous parlons de plus en plus souvent de la guerre à l'Ouest, de la façon dont elle risque de tourner. Nous menons une vie tranquille, pendant que les Allemands s'emparent des pays occidentaux les uns après les autres, pendant qu'ils bombardent l'Angleterre et font couler le sang. Nous cherchons à anticiper la suite des événements. Chez nous, certains disent que Hitler va se fatiguer, qu'il n'osera jamais s'en prendre à l'Union soviétique. D'autres assurent le contraire, que la conquête de l'Europe va permettre à Hitler de prendre des forces et qu'il se retournera alors vers l'Est. Je suis totalement ignorante en la matière, mais tout cela m'inquiète. « 11 février. Nous sommes au premier étage de la Maison des artistes. Je suis avec Willy Bredel, Lily Becher et un autre jeune Allemand spécialiste de ski. Willy a apporté une bouteille de vin. Nous parlons du sort du monde. Ces gens sont des émigrants, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont Allemands. Ils sont fiers de la supériorité de l'armement allemand, de l'organisation de leurs compatriotes, de leur puissance. Mais en même temps, ils ne peuvent pas s'en réjouir. Ces Allemands souhaitent la défaite de leur pays.
Ils ont hâte de voir l'Allemagne exsangue, vaincue. Ils attendent notre aide, celle de nos paysans. Ils attendent la chute de l'Allemagne hitlérienne. Ils me racontent des histoires drôles sur Hitler. Hitler est debout devant son portrait. Que va-t-il se passer quand les communistes arriveront? Ils me décrocheront, répond le portrait. Et toi, ils te pendront. В цветочных магазинах Москвы появились предвестники весны, первые мимозы. Из Сухуми и Сочи в столицу доставлено 500 000 веток мимозы. 15 février. J'ai 40 ans. Cela m'est tombé dessus aujourd'hui. J'ai fait si peu de choses, c'en est ahurissant. Dans le meilleur des cas, il me reste 10 ou 15 ans de vie active. C'est affreux. J'ai envie de faire tant, mais je vois bien maintenant que je n'y arriverai pas. Mon film est soumis au comité cinématographique. Nous sommes entrés à 19h dans la salle de projection. Из пушек иду на вас. Пушки достану в стане вашего короля. Выгоню вон всех князей и туков земли нашей. До Вислы вас буду гнать. Над Вислой стану и буду стоять день и ночь. Я скажу, сидите, молчите. Если там зашумите, я вас и там достану. Вот идите и скажите об этом вашему королю. J'étais tellement angoissé que je n'arrivais pas à respirer. J'ai regardé sans voir. On dit que c'est un bon film, mais je suis tellement ému que je n'ai pas d'avis. C'est un bon film, apparemment. Наш кинооператор заснял некоторые эпизоды рабочего дня народного комиссара обороны, героя и маршала Советского Союза Семена Константиновича Тимошенко. Сейчас на приеме у народного комиссара герой Советского Союза, генерал армии товарищ Жуков. Народный комиссар обороны осматривает новые образцы обмундирования и снаряжения бойцов Красной армии. Художники Дома моделей в Москве работают над новыми фасонами платья к весенне-летнему сезону. Новые модели дамского и детского платья проходят строгую, внимательную критику. « 2 mars. J'ai regardé Valéry Tchkalov. Ce film aura du succès, mais seulement en raison de l'amour du public pour le héros. En soi, le film est très superficiel. Derrière l'histoire extraordinaire de ce surdoué turbulent, on ne discerne pas l'homme. Les faits sont là, l'être humain non. C'est toujours la même erreur. Cela manque d'une véritable vision de l'existence. On ne sent pas l'énergie qui devrait se dégager de la force intérieure de l'homme, sa vigueur infinie, limpide et authentique.
Ambassade d'Allemagne, le 5 mars. Cher Allah, nous, c'est-à-dire le petit cercle d'initiés de l'ambassade, sommes très nerveux. Nous avons reçu des informations qui certes ne sont pas officielles, mais dont l'exactitude ne fait malheureusement guère de doute. Si ce qui s'annonce devait en effet se réaliser, je ne resterai certainement pas en poste plus de 3 mois. Et pas seulement moi. Cher Allah, promets-moi de ne parler à personne de ce qui risque d'arriver. Tu sais que je suis un homme calme, et c'est avec sérénité que j'ai encaissé ce coup. Du moins, vu de l'extérieur. Mais dans mon fort intérieur, je suis ébranlé. L'annonce de la guerre à venir se lit entre les lignes. « 19 mars. Il n'y a rien de vraiment nouveau concernant la question qui nous préoccupe tous tellement. Les rumeurs les plus folles continuent de circuler, mais au fond, je doute que quiconque sache réellement ce qu'il en est. À mon avis, beaucoup dépendra de l'issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères japonais et les dignitaires allemands et italiens. Il nous faut attendre, c'est tout. В результате переговоров, происходивших в течение последних дней между председателем Совнаркома СССР и Народным комиссаром иностранных дел товарищем Вячеславом Михайловичем Молотовым и министром иностранных дел Японии господином Йосуке Мацуока, 13 апреля подписан пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. 14 avril. Un événement important vient de se produire sur la scène politique mondiale. L'URSS a conclu hier un accord de non-agression et de neutralité avec le Japon. Certains parlent d'un camouflet infligé à l'Amérique. D'autres de la garantie que nous ne serions pas poignardés dans le dos par le Japon si jamais l'Allemagne nous attaquait. Les deux sont peut-être vrais. Aujourd'hui, je vais de nouveau récupérer des colis de France. Concernant papa, Nina Nikolaïevna et Nikolai Andreevitch, aucun changement. Les colis sont acceptés pour tout le monde. Pour papa et Nina Nikolaïevna à la prison de la Boutirka, pour Nikolai Andreevitch à la prison centrale. 21 avril. Je suis allé voir au cinéma La Nuit de mai, un film en couleur d'après Gogol. Je n'ai toujours pas d'amis, garçon ou fille. J'espère rencontrer une femme. Une femme m'apporterait tant de joie, tant d'émotions merveilleuses. Elle me ferait renaître. Je l'aimerais, je l'embrasserais, la cajolerais. Pour l'instant, il faut que je passe en seconde, une étape inutile vers je ne sais quel but. J'aimerais bien aller à la campagne cet été, avec des amis, des copines, pour m'amuser, flirter, jouir du soleil, de la vie et de la nature. Mais il n'y a rien à espérer, du moins pas cette année. Ma vie n'est vraiment pas gaie, mais tant pis. Un jour viendra où j'en profiterai pour de vrai. Je n'ai que 16 ans après tout. J'ai encore largement le temps d'être heureux. « 28 avril. Les troupes allemandes sont entrées dans Athènes et se sont emparées de Corinthe. Capoute la Grèce.
Bravo les Allemands, vous savez vous battre. Et les Anglais évacuent de nouveau, comme en Norvège et comme en France. J'ai rencontré à l'université un étudiant de 3e année. Il a 27 ans. Il est beaucoup plus âgé que nous et toujours étudiant. Cela m'a surprise. En fait, il a été arrêté en 1937 comme ennemi du peuple. Il a finalement été innocenté et libéré récemment. J'ai essayé d'en parler avec mon père, mais il a éludé la question. Son visage s'est assombri. Ne t'occupe pas de ça, ma fille. « 1er mai, sur la place Rouge, des représentants de l'armée allemande assistent au défilé militaire. Staline présente des armes ultramodernes. Il reste 52 jours avant la guerre. В этом году трудящиеся нашей страны и всего мира встречают 1 мая в исключительно сложной международной обстановке. Вторая империалистическая война, затеянная капиталистами в целях нового передела мира, продолжает охватывать все новые и новые страны. « 5 mai. Le soir, cérémonie au Kremlin en l'honneur des diplômés des académies militaires, ensuite réception. Staline a fait un discours. Nous avons tiré les leçons de la guerre moderne et l'armée rouge a été réorganisée et rééquipée de fond en comble. Pourquoi la France a-t-elle été balayée? Pourquoi l'Angleterre subit-elle des défaites? Pourquoi les Allemands gagnent-ils? En premier lieu, parce que l'Allemagne était une nation vaincue, qui a cherché et trouvé des solutions pour se sortir d'une situation difficile au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle a remonté une armée, renouvelé ses cadres, abondamment réarmé, surtout l'artillerie et l'aviation. Au cours de la réception, Staline a porté plusieurs toasts. Il était d'excellente humeur. Une infanterie bien équipée, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est à l'artillerie, canons, chars, que revient le rôle principal. Et pour remplir pleinement ce rôle, l'artillerie a besoin de l'aviation. Notre politique de paix et de sécurité est en même temps une politique de préparation à la guerre. Il n'y a pas de défense sans attaque. Il faut inculquer à l'armée le sens de l'attaque. Il faut se préparer à la guerre. Mai. C'est la fièvre des examens. Comme toujours, on enchaîne les nuits blanches. L'habituelle vie trépidante des étudiants. Mais j'aime bien cette ambiance. On oublie tout, même qu'on a déjà 20 ans. Nous avons fêté mon anniversaire en famille le 7 mai. Pour l'occasion, je m'étais fait faire ma première permanente et on m'a prise en photo pour immortaliser l'événement.
20 ans, c'est déjà dire adieu à la jeunesse. C'est le début de la vie d'adulte. « 17 mai. Je vis au rythme de la politique mondiale, de la situation mondiale. Je suis préoccupé par le sort de la France et de l'Europe. Mes camarades s'intéressent très peu à tout cela. Ils vivent pour le football et dans la crainte d'un mauvais bulletin. Certains m'appellent le français. C'est mon destin. En France, à l'école, on m'appelait le russe. En URSS, je suis le français. Корень квадратный из числа 2,3716 десятитысячных равен 54 сотых. Одна где? Запятую ставим здесь. Запятую мы ставим после слова «ребята», так как оно является чем, Миша? Обращением. Правильно. А какой ты знак поставить в конце предложения? В конце предложения я поставлю восклицательный знак, так как это восклицательное предложение. На стадионе «Динамо» встретились две сильнейшие футбольные команды страны. Чемпион СССР «Динамо» и экс-чемпион «Спартак». Матч собрал 80 тысяч москвичей. « 22 mai. La situation est toujours aussi menaçante. Nous nous attendons désormais à ce que la crise éclate fin juin. Cela nous fait très bizarre de ne plus avoir de délégation, de négociations précises à mener, etc. Bref, nous n'avons pas grand-chose à faire. » Von der Schulenburg tentera d'avertir ses interlocuteurs soviétiques. En vain, il se méfie de lui, convaincu que ces avertissements ne sont qu'une feinte. – 25 мая в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1941 года. Торжественный митинг на площади колхозов. Третий раз колхозное крестьянство нашей страны показывает на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке плоды мирного созидательного труда. Флаг поднят, выставка открыта. Staline fait fi de toutes les mises en garde. Non, Hitler n'attaquera pas. Au même moment, un jeune lycéen se montre autrement plus perspicace. 5 juin. L'Allemagne a beau entretenir actuellement avec nous des relations amicales, je suis persuadé qu'il ne s'agit que d'une apparence. Elle pense ainsi endormir notre vigilance, pour mieux nous planter un couteau dans le dos le moment venu. Je pense que la guerre éclatera soit dans la deuxième quinzaine du mois, soit début juillet. Pas plus tard, car il est évident que les Allemands voudront que les hostilités soient terminées avant l'arrivée du froid. Je ne me sens pas une âme de prophète, c'est vrai, et je pourrais me tromper sur toutes mes hypothèses et mes conclusions. Mais mon raisonnement procède de la situation internationale et j'y suis parvenu par une suite de réflexions et de suppositions logiques. Enfin, l'avenir dira si j'ai raison. J'ai réussi mon examen de géographie aujourd'hui. Et je me sens libre. Фана, прочитай, какое у тебя стихотворение. Осень, стихотворение Пушкина. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышные природы гуданье, вокрест и золото одетые леса, в их тенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистой покрыты небеса, и редкий солнцу луч, и первые морозы, и отдаленные седой седые грозы. 14 juin. En Syrie, les troupes anglo-françaises libres ont encerclé Damas. Elles ne l'occupent pas pour éviter une effusion de sang inutile, et des pourparlers avec les Français sont en cours pour la reddition de la ville. Les Anglais bombardent la Roure. Les Allemands bombardent les bateaux marchands anglais. L'Amérique s'arme. L'agence soviétique TASS dément les bruits qui circulent dans la presse étrangère à propos d'une éventualité de guerre avec le Reich. La dépêche de la TASS émane de Staline en personne, un message adressé à Hitler. L'agence TASS fait savoir que l'Allemagne n'a présenté à l'URSS aucune revendication et ne propose aucun nouvel accord et que par conséquent, des pourparlers à ce propos n'ont pas pu avoir lieu. À la connaissance de l'URSS, l'Allemagne continue de respecter scrupuleusement les dispositions du pacte germano-soviétique de non-agression, tout comme l'Union soviétique. Les milieux soviétiques estiment donc que les rumeurs prêtant à l'Allemagne l'intention de rompre ce pacte et de lancer une offensive contre l'URSS sont dénuées de tout fondement. В Государственном училище циркового искусства экзамены по специальности. Выпускник Михаил Голубев. Выпускник Туникова. Воздушный акт исполняет студенты второго курса. Отличник бойцов. « 21 juin. Mon cœur bat avec inquiétude à l'idée d'apprendre bientôt le déclenchement d'une nouvelle aventure d'Hitler. Ces derniers jours, quand je me réveille le matin, je me dis « Si ça se trouve, à l'heure qu'il est, les premières salves ont déjà retenti aux frontières. » Il faut maintenant s'attendre à ce que la guerre éclate d'un jour à l'autre. S'il ne se passe rien avant le 15 juillet, je me laisserai peut-être convaincre que la guerre n'est pas pour cette année. Nous allons perdre une bonne partie de notre territoire. Et même si nous la récupérons plus tard, ce n'est pas une consolation. Les succès provisoires des Allemands ne dépendront pas seulement de la précision et de la force de leurs machines de guerre, mais également de nous. Ces succès, je les accepte, car je sais que nous ne sommes pas totalement préparés pour la guerre. « 22 juin. À 7 h du matin, j'ai été appelé en urgence au Kremlin. L'Allemagne a attaqué l'URSS. C'est la guerre. Staline m'a dit « Ils ont attaqué sans poser aucune condition, sans demander à négocier. Ils nous ont agressés par traîtrise, comme des bandits. » Le calme, la maîtrise et l'optimisme de Staline et des autres sont remarquables. La déclaration du gouvernement est rédigée. Elle devrait être lue à la radio par Molotov. Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир,
Kiev, Sébastopol, Kaunas. J'étais à la maison en train de réviser pour les examens. Je planchais sur le Moyen-Âge. J'étais fatiguée, je me suis allongée pour me reposer. Je me suis assoupie quelques minutes, je crois. Puis la sonnerie tremblante et insistante du téléphone a retenti. J'ai pesté, agacée. La voix affolée de Garrick m'a vite ramenée à la réalité. Allume tout de suite la radio. Je cours jusqu'au poste, je l'allume, j'écoute, et je n'en crois pas mes oreilles. Je ne parviens pas à réaliser. La guerre. Sous le choc en plein désarroi, je saisis un balai et je me mets à faire le ménage fébrilement, machinalement. Certains moscovites ont appris un peu plus tôt que la guerre avait éclaté en entendant le discours d'Hitler à la radio allemande. Ils ont eu le temps de retirer l'argent qu'ils avaient à la banque. J'étais sous le coup d'une émotion intense. Hier soir encore, j'écrivais dans mon journal que je pressentais l'arrivée de la guerre. Je l'attendais d'un jour à l'autre, et voilà. Elle est là. J'aurais préféré que les événements me donnent tort. Наше дело правое. Так будет настиг. Победа будет за нами. 23 juin. Voilà, elle a commencé cette guerre contre les Boches. Comme d'habitude, les Allemands ont attaqué par traîtrise, sans faire de déclaration. Je pense que la guerre que les nazis ont entamée contre l'URSS sera pour eux le début de la fin. Au moins, on sait maintenant où se trouve l'ennemi. Alexandre Nevsky, héros populaire russe et prédécesseur de Staline. Au XIIIe siècle, il appelait déjà le peuple à prendre les armes contre les chevaliers teutoniques. « 23 juin. La radio a annoncé que des combats acharnés se déroulaient aux frontières. Le sang coule désormais là-bas. Il paraît que l'attaque que nous avons lancée contre la Prusse orientale a été couronnée de succès. Les Allemands disent, eux, que nous sommes en déroute. Les bulletins du haut commandement de nos forces sont rares et lapidaires. Je travaille d'arrache-pied sur ma pièce. Elle donnera peut-être à sa manière un élan à mon pays. Les gens sont remontés. La mobilisation va bon train. Les hommes de 18 à 35 ans sont appelés sous les drapeaux. Pour l'instant, les gens sont d'humeur patriotique et enthousiaste, même s'il y a aussi des pleurnichards. De nombreux jeunes gens se sont déjà rendus au poste de recrutement. Papa est allé au bureau militaire, mais il ne sera pas mobilisé car il n'a plus l'âge. J'ai l'intention de devenir infirmière pour pouvoir partir au front. J'ai compris que pour moi, qui ai la quarantaine et qui ai combattu pendant la guerre civile, l'heure est venue de reprendre les armes. J'attendais d'être convoqué au bureau militaire du quartier, ou bien à la division prolétaire moscovite, où je suis inscrit en tant que commandant de réserve. Je les ai appelés à plusieurs reprises, mais à chaque fois, on m'a répondu la même chose. Ne vous inquiétez pas, soyez patient. « 2 juillet, 10 jours de guerre. Les choses ont beaucoup évolué, et pas à notre avantage. Nos troupes, en première ligne, ont été vaincues.
Qui plus est, les Allemands ont déjà franchi notre ancienne frontière aux environs de Minsk. Ce qui veut dire qu'ils ont percé notre ligne de fortification. Les bulletins d'information parlent maintenant, et c'est inquiétant, des forces dominantes de l'adversaire. J'étais à Moscou hier. Le moral est en berne. Partout, on prépare les bâtiments en vue des bombardements dans une improvisation manifeste, sans plan ni direction. À qui mieux mieux. Le décret sur la formation obligatoire à la défense antiaérienne a été publié aujourd'hui, avec au moins 2 ans de retard. Une réunion a été organisée à l'Institut et on a annoncé la création d'une formation militaire moscovite à laquelle sont invités à participer tous les hommes volontaires sans distinction d'âge. Tous donc, sauf moi naturellement, se sont inscrits. Je doute cependant que nos docteurs en philologie fassent le poids face à des parachutistes. Tout cela m'a donné la sinistre impression d'une certaine panique. À quoi peuvent servir les volontaires âgés? C'est plus un signe d'affolement que d'enthousiasme. Граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, 3 juillet. La rapidité multiplie considérablement les chances d'Hitler. La lenteur les compromet tout autant. C'est le sens de l'allocution qu'a faite aujourd'hui Staline à la radio à 18h30. Il a parlé de nos ressources inépuisables et de milices populaires. Bref, le poing d'Hitler s'empêtrera-t-il dans l'argile soviétique ou passera-t-il à travers? Plus de 60 de mes collaborateurs du commissariat du peuple aux finances se sont portés volontaires pour intégrer la milice. Le 5 juillet, je n'avais reçu aucune convocation de la part du bureau militaire. J'ai donc rejoint la 4e division d'artillerie de la milice populaire du quartier de Kouïbychev. Все силы народа на разгром врага. Вперед на нашу победу! В результате переговоров, происходивших в течение последних дней в Москве между председателем Совета народных комиссаров СССР товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным и народным комиссаром иностранных дел товарищем Вячеславом Михайловичем Молотовым с одной стороны и чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в СССР господином Стаффорд Крипсом с другой стороны, 12 июля подписано соглашение о совместных действиях правительства СССР и правительства Его Величества в Соединенном Королевстве в войне против Германии, а также протокол к этому соглашению. Je vis depuis le 6 juillet en caserne, dans les locaux du collège de la rue Machkova. Nos commandants sont arrivés. Ils sont tous diplômés d'école militaire et ont entre 20 et 23 ans. La préparation au combat a commencé par la familiarisation avec le règlement et les recommandations. On nous a ensuite sorti d'on ne sait où une vieille pétoire de type Lebel pour nous permettre de découvrir les différentes parties d'une arme à feu. La période comprise entre le 6 et le 12 juillet était consacrée aux questions d'organisation. À cette occasion, beaucoup de choses se sont avérées improvisées, chaotiques, incompréhensibles. 14 juillet. Nous marchons sans répit, sans manger. Tout le monde est épuisé. On a l'impression que le commandement ne sait pas très bien où aller, ou alors il s'est perdu. Nous sommes finalement repartis vers le sud-ouest, c'est-à-dire d'où nous venions. Personne ne dit mot sur le sens et le but de cette marche. L'après-midi,
Des avions ennemis ont survolé la ville et ont déversé des tracts de propagande. 15 juillet. Ce soir, un groupe de 150 miliciens a été formé. Il s'est avéré que seuls 30 d'entre eux étaient capables de tirer avec un fusil. Les 120 autres personnes n'avaient aucune formation militaire. Все население Москвы, каждая улица, каждый дом готовится к противовоздушной и противохимической обороне. Вот один из домов. Все население дома дружно взялось за рытье простейших укрытий. Такие щели могут сохранить тысячи жизней. Граждане и гражданки, активно участвуйте в рытье щелей во дворах, садах, на бульварах. Все до единого крепите противовоздушную и противохимическую оборону. Граждане, помните, что тушение зажигательных бомб совершенно не опасно. Зажигательную бомбу вы можете потушить песком, землей, размолотой глиной. Не бойтесь взять бомбу. Лучшее средство тушения – вода. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького систематически организует для населения Москвы показательные тушения зажигательных бомб. Художник Горяев плакатными штрихами набросал карикатуру на обер-бандита и людоеда Гитлера. Талантливое содружество, известное под именем Кукрыниксы, художники Куприянов, Крылов, Соколов. Острым жалом своих карикатур они помогают уничтожать врагов нашей Родины. La photographe new-yorkaise Margaret Bourke-White est à Moscou pour le compte du magazine Life. Son mari, l'écrivain Erskine Caldwell, l'accompagne. Lorsque deux personnes passionnées par leur travail se marient, deux chemins s'offrent à elles pour poursuivre leurs intérêts professionnels, ensemble ou séparément. Il nous arrive de sentir au même moment que le temps est venu de travailler tous les deux dans le même pays, lui avec sa machine à écrire, moi avec mon objectif. La Russie était l'un de ces pays que nous avions choisi de fréquenter ensemble, et nous savions l'un comme l'autre qu'il fallait s'y rendre vite pour capturer en mots et en images ce qui s'annonçait pour nous comme un tournant dans la guerre. 22 juillet. Ça y est, les bombes se sont abattues sur Moscou. Il faut croire que le savoir-faire allemand n'est plus ce qu'il était, car beaucoup d'entre elles n'ont pas explosé. Et les pilotes visent tellement mal qu'ils ne décrocheraient même pas un lot sur un stand de fête foraine. Je ne cherche pas à minimiser les dégâts, quelques rares personnes ont été tuées ou blessées. Il y a eu des débuts d'incendie. Mais dans l'ensemble, les vies et les bâtiments ont été moins dégradés à Moscou cette nuit qu'ils ne le sont à Los Angeles au cours d'une journée ordinaire. 25 juillet. L'attaque de la nuit dernière a commencé à 22h et s'est prolongée jusqu'à 4h du matin. Même si elle a été nettement plus faible que les précédentes, c'était loin d'être une partie de plaisir. Erskine est parti à la radio. Je suis restée seule sur le toit et je me suis mise à prendre des photos. J'ai été contrainte de descendre pour me réfugier en passant par la fenêtre du bureau de l'ambassadeur, non pas par un bruit ou une explosion, mais sous l'effet d'une sorte de compression de l'air. En quelques secondes à peine, qui m'ont paru durer des minutes, j'ai réussi à attraper mon appareil, passer par la fenêtre, poser mon appareil à l'autre bout du tapis et me jeter à plat ventre dessus. Toutes les vitres de l'immeuble ont volé en éclats et une pluie de bouts de verre m'a recouverte. La bombe était tombée sur le théâtre Vartangov, détruisant totalement l'édifice. La journée d'hier a été meurtrière. Le comédien Vassili Kouza et plusieurs autres acteurs du théâtre Vartangov ont été pulvérisés. Ils étaient de garde dans le bâtiment. Une bombe est tombée en plein dessus. Les bombardements sont quotidiens, toujours à la même heure, avec toute la ponctualité allemande. Une tactique qui fonctionne, car elle énerve et épuise. En revanche, cela donne le temps de se préparer. L'alerte a lieu 2 fois par jour. Les gens se réfugient dans les abris. Beaucoup descendent dans le métro. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Je préfère monter sur le toit.
Dans le métro, j'étouffe. C'est désagréable. Et j'ai honte. Hier, j'ai accompagné ma famille à la gare, mais je ne ressens aucun soulagement. Ai-je bien fait? Quand nous reverrons-nous? Qui sait? Mon Dieu, pourvu que tout se passe bien. Non, non. C'est un instant de faiblesse. Il ne faut pas se laisser aller à de telles pensées. Non, non, je ne veux pas songer au pire. Je crois que tout finira bien. Il va probablement y avoir une alerte dans quelques minutes. Nous allons descendre dans la tranchée. C'est étonnant comme la vie change. Nous qui sommes des intellectuels, des ingénieurs de l'âme, mondialement connus, nous voilà contraints de ramper tous les soirs dans une fosse boueuse, dans laquelle on peut à peine se tourner et se tenir debout. On s'allonge sur le flanc dans ce fossé humide, avant-goût de notre futur cercueil. Soudain, toute la fortune d'un homme se réduit à ce qu'il a pu emporter dans ses bras ou sur son dos. Des gens qui ont vécu longtemps les uns à côté des autres sans se connaître se rencontrent soudain. Pendant des années, ils se sont enfermés à clé chez eux, à grand renfort de verrous russes et américains, de crochets et de loquets. Aujourd'hui, sous les bombes incendiaires, on laisse les appartements grands ouverts et on se réfugie dans une fosse. Et de 10h du soir à 4h du matin, les chats, jouissant des pleins pouvoirs, vont d'un logement à l'autre. J'étais jadis très impressionné par le personnage de Pierre Bezourov et ses promenades dans un Moscou ravagé par les flammes. Si j'étais un petit peu plus alerte, j'irais me promener comme lui aujourd'hui. La défense s'est tellement renforcée qu'on ne devrait plus voir arriver que des avions isolés. J'ai l'impression d'être très vieux. C'est probablement à force de dormir dans une fosse aussi étroite qu'un cercueil. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Le président Roosevelt envoie son proche conseiller Harry Hopkins à Moscou. 30 juillet. J'ai dit à M. Staline que j'étais le représentant personnel du président, que le président considérait Hitler comme un ennemi de l'humanité et qu'il désirait donc soutenir l'Union soviétique dans son combat contre l'Allemagne. Je l'ai assuré de la détermination du président et de notre gouvernement à fournir à l'Union soviétique toute l'aide possible dans les plus brefs délais. Je voulais régler autant de choses que possible durant le temps très court qui m'était imparti. J'ai ajouté que je préférais évidemment en conférer directement avec lui. M. Staline m'a répondu « Vous êtes notre invité, nous sommes entièrement à votre service ». Quand je me suis mise à genoux pour faire une prise de vue en contre-plongée, il a souri. Et lorsque j'ai mis son interprète à contribution pour changer les ampoules et me tenir les réflecteurs, il a pratiquement gloussé. Le reste du temps, il est resté immobile comme une pierre, un vrai bloc de granit. My most remarkable day since I have been here was the day that I went to the Kremlin to photograph Stalin. And I saw before me a very unpretentious-looking man, rather short, and with a face so serious that I almost thought it was carved out of granite, until he smiled. And then I was surprised by the amount of charm and humor in his smile. 3 août. Les bombardements sont quotidiens. Je suis de garde sur le toit, dans mon théâtre, rue Kalouchskaya. Les nuits sans sommeil sont épuisantes, usent la santé. Il faut pourtant des forces, car il est désormais clair que nous ne sommes pas prêts d'en avoir terminé. 4 août. L'alerte résonne à peine et je suis déjà là, boulevard Pokrovski, poussé par le besoin de monter au grenier et de m'exposer au danger. Je n'ai absolument pas peur, je m'en fiche. Mais ma mère est littéralement malade à l'idée des risques que je prends. Elle veut absolument qu'on parte d'ici. Tels des éléphants ou des cochons, on aperçoit à l'horizon, à travers les arbustes, les saucisses du barrage aérien. Le soir, les gens font la queue devant les bouches de métro pour aller dormir à l'abri. Un passant mélancolique parle de ligne de vie. Il n'y a aucune panique à Moscou.
même pendant les alertes. Il n'y en a pas non plus dans les abris. Chaque famille a son petit espace. Les enfants dorment, pendant que les adultes s'occupent comme ils peuvent. Ils prennent le thé avec de la confiture, se rendent visite les uns aux autres, bavardent à voix basse, jouent aux dominos. Certains jouent aux échecs entourés de leurs admirateurs. Beaucoup lisent, tricotent, reprisent des bas, brossent leurs vêtements. Les gens se sont installés dans la durée. Les alertes aériennes se sont multipliées. Les habitants éteignent rapidement les bombes incendiaires. Un jour, j'étais de garde sur le toit avec Xiura pendant une alerte. Notre mission consistait à localiser rapidement les bombes incendiaires larguées par les avions et à les jeter dans la rue. On disposait pour cela d'un outil spécial, une sorte de pince. Certains n'hésitent pas à prendre ces allumes-feu avec les mains. « 12 août. Nous sommes entrés dans la 3e semaine de bombardement et Moscou a connu la nuit dernière l'une des pires attaques. Dans différents quartiers de la ville, des immeubles et des habitations ont été détruits aux alentours de minuit par des bombes de gros calibre. Et comme c'était à craindre, il y a eu des morts et des blessés. Dès la fin de l'alerte, les gens recommencent à parler, s'agiter, rire. La vie reprend ses droits. Les gens échangent leurs impressions à voix haute, mais avec une certaine lassitude, car personne n'a dormi. Sans attendre le signal de fin d'alerte, les mères sortent de l'abri avec leurs enfants et vont s'écrouler tout habillés sur leur lit, épuisés à même la couverture, pour dormir ne serait-ce qu'une heure. Le matin leur apportera dans une semi-torpeur son lot de soucis, d'incendies, de destruction et de morts. Les autobus s'emmèneront au travail des gens piquant du nez, le cœur un peu serré, la tête en vrac et en quête de réponse. Pourquoi ne sommes-nous pas préparés? Les nouvelles du front sont alarmantes. Comment cela se fait-il? On broie du noir, on s'étonne, on s'inquiète. Ces derniers jours, j'ai pu visiter pour la première fois un poste de défense anti-aérienne de l'armée rouge. Après le repas, nous avons marché dans les environs et contemplé les restes d'avions allemands éparpillés sous les arbres, dans les fossés, dans les champs de blé. Il y avait des moteurs de Junker et de Messerschmitt, et un amas d'ailes et de gouvernail de Junker et de Dornier. I have seen people working on the streets filling sandbags. I have seen them doing every kind of imaginable work. The whole object seems to be not to have a job during these times, but to contribute something to the defense of the country. I believe the whole population has mobilized itself just for that one purpose, to achieve victory in this war. 15 août. Nous sommes en répétition. Les comédiens jouent comme des pieds. Raides, coincés, obtus, peu habités par la psychologie pourtant primaire des personnages. J'ai assisté au filage des premiers tableaux et je suis atterré. Мирно! Командиры звеньев ко мне. На фронте появился новый фашистский истребитель «Ягуар». Вы уже дрались с ним, товарищ командир. Получено задание от командования захватить «Ягуар». Его надо подбить и посадить на нашей территории. Противник обнаружен в пункте 202. Непосредственное выполнение задания возлагаю... Разрешите, товарищ майор. Выполнение задания возлагаю на звено капитана Дубровцева. Есть. Яша, буду вблизи, помогу. Точно. По самолетам!
23 août. De sources officielles, il y a eu à Moscou en un mois, du 22 juillet au 22 août, 24 attaques aériennes. Les alertes ont été plus nombreuses. Ont été touchés un hôpital, 2 dispensaires, 3 écoles maternelles, le théâtre Vartangov, des immeubles d'habitation, plusieurs petites usines locales. Les bombardements sur Moscou ont fait 736 morts, 1444 blessés graves et 2069 blessés légers. В Москве состоялся митинг представителей еврейского народа, видных ученых, общественных деятелей, писателей, работников искусств. Участники митинга обратились с воззванием к братьям-евреям во всем мире. Наш призыв несется к вам вместе с голосом невинно пролитой крови. Братья евреи всего мира, ваш долг помочь человечеству уничтожить коричневую чуму гитлеризм. As a Russian representative of the Soviet intelligentsia and working as I do in the sphere of Russian cinematography and Russian art, the very principle of racial hatred is foreign and loathsome to me. Basing itself on the principles of equal fraternal rights, on spiritual and material values for each nation, for each people, our country regards with indistinguished indignation any case of national oppression. But the time for calls to indignation and condemnation has passed. The time has come to fight. In this sacred struggle, the Soviet Union is uniting all peoples who with sword in hand are ready to rise for the right to call themselves Czechs, Poles, Dutchmen, Belgians, Russians or Jews. 25 août. Durant toute la guerre, la presse n'a pas publié une seule carte des opérations militaires en cours en URSS. Elle a fait paraître des cartes d'Espagne, d'Afrique, de France et même d'Irak, mais pas une seule expliquant aux soviétiques ce qui se passait sur le front. Ni dans les journaux, ni dans les centres de propagande. Les moscovites ignorent tout de la situation. La Wehrmacht a déjà largement dépassé Smolensk. « 7 septembre. Je rentre tout juste de mon 3e dimanche de travail civique pour la constitution des stocks de bois de chauffage. J'ai eu horriblement froid. J'ai les pieds mouillés, le maillot de corps trempé et le nez rouge. Mais je suis contente. Nous avons fait quelque chose d'utile pour notre pays. Nous avons rentré plein de bois pour l'hiver et nous l'avons empilé. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier pansement. Et pas seulement, j'ai entièrement soigné la plaie. Je l'ai nettoyée, aspergée de bactéricides et bandée. Au début, tout paraît terriblement difficile et les gestes sont étonnamment maladroits. « 11 septembre. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu d'alerte. J'ai appelé Shura et nous sommes allés ensemble au cinéma. Nous avons vu Anton Ivanovitch se fâche, un excellent film. « 14 septembre. À l'université, toutes les étudiantes sont sous le choc de l'annonce de la mort de la première d'entre nous. Lia Kantorovitch, une jolie étudiante de la faculté de lettres, est morte en héroïne. Jeune, elle n'avait que 21 ans, talentueuse, la plus courageuse de nous toutes. Son diplôme d'infirmière en poche, elle est partie en première ligne, abandonnant l'hôpital pour le front. Elle était devenue responsable sanitaire de son régiment.
On nous a dit qu'elle s'était portée volontaire lors d'une offensive aux côtés du commissaire politique et qu'elle avait été mortellement blessée. « 30 septembre. Je me suis rendue ce matin au bureau militaire. Nous avons longuement discuté avec le préposé à l'accueil d'un sujet qui interpelle, mon nom de famille. Il a quand même fini par accepter de m'enregistrer, mais il a d'abord fallu que j'aille au commissariat de mon domicile. On m'a remis une convocation pour que j'aille chercher mon livret militaire le 6. Mais il est certain qu'avec mes origines familiales, on ne m'enverra pas au front. « 1er octobre. Je suis allé voir le lac des Cygnes avec Ulanova. C'est une danseuse étonnante. En la regardant, j'étais admiratif et jaloux. Tout est fait dans les règles, avec une grande précision d'exécution, dans un souci de l'enchaînement, de la préparation. Chez nous, chez les comédiens, tout est dans l'à peu près. Le 2 octobre, la Wehrmacht lance l'offensive finale sur Moscou. « 6 octobre. La campagne d'aide hivernale a commencé, même si on ne l'appelle pas ainsi. L'approvisionnement de l'armée en vêtements chauds ne relève pas bien entendu du volontariat. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de vêtements chauds et que notre pays n'en a pas. Cela fait 20 ans qu'on ne trouve plus de laine sur le marché intérieur. On ne trouve que des chiffons, et encore, en petite quantité. On achète des couvertures en flanelle qu'on coud ensemble pour faire des gilets sans manches. L'hiver suscite des défis inattendus. 8 octobre. La nouvelle du bulletin de ce matin, des combats particulièrement violents se déroulent du côté de Vyazma et de Bryansk. Vyazma est à un peu plus de 200 km de Moscou. Manifestement, les Allemands cherchent à nous mettre KO en jetant tout leur poids dans la bataille. Rien, pas même la boue ne les arrête. La brèche est apparemment importante. Je lis le manuscrit de la 3e partie de la chute de Paris d'Ilya Ehrenburg. Cela parle, quelle coïncidence, de l'exode des Parisiens pendant l'été 1940. 12 octobre. La situation n'est pas claire. Les journaux sont de plus en plus inquiétants. D'après les bulletins d'actualité, les Allemands progressent. Sachant que Vyazma n'est qu'à 200 km et quelques, et qu'une offensive généralisée peut briser notre dispositif de défense, on peut théoriquement s'attendre à les voir surgir à tout moment. En réalité, Vyazma est déjà tombé le 7 octobre. La voie vers Moscou est libre. На Энском заводе уже освоено в короткий срок производство мин. Девушки-автоматчицы, работая на 5 станках, дают по 200% нормы. Сталин сказал: больше оружия, больше боеприпасов. Красная армия будет обеспечена оружием для решающего удара по врагу. 14 octobre. L'ennemi nous a encerclés. C'était une canonnade sans fin, un duel d'artillerie, de mortiers et de mitraillettes. Une journée de danger et de terreur presque ininterrompue. Je ne mentionne même plus la forêt, les marécages et les bivouacs. Je n'ai plus dormi depuis le 12 et plus ouvert un journal depuis le 2 octobre. 15 octobre. Quel cauchemar! J'erre en titubant au milieu des cadavres et des horreurs de la guerre, sous le feu permanent de l'ennemi. Je suis à nouveau affamé et épuisé. Notre défaite est totale. L'armée est en déroute, le matériel détruit. Je suis en forêt et j'écris à la lumière d'un feu de camp. Ce matin, j'ai perdu tous les tchéquistes. Je me suis retrouvé seul au milieu d'inconnus. L'armée est en lambeaux. La journée du 15, Moscou semblait sans voix, comme groggy.
On voyait apparaître les signes d'une certaine désorganisation et d'un désarroi croissant. On disait que les troupes étaient en déroute, qu'il y avait une pénurie de munitions catastrophique. Quand nous avons pris congé, Staline nous a annoncé « il faut évacuer la ville dès aujourd'hui ». Comme il aurait pu dire, c'est l'heure de déjeuner. Il était déjà 17h, il voulait que les trains partent dans 3 ou 4 heures. À 20h30, nous étions sur le quai. Les bâtiments gouvernementaux sont évacués. Staline reste. 16 octobre. Tout a changé d'un seul coup. Les Izvestia n'ont pas paru. La rédaction aurait été évacuée. Le bureau de l'information, qui pour la première fois s'approche de la vérité, dit qu'à l'ouest, la situation s'est fortement détériorée, que le front a cédé au centre. Moscou ressemble aujourd'hui à une fourmilière. Dans la rue, c'est le chaos. Le métro est fermé et les rumeurs les plus sinistres circulent. On dit qu'il va être dynamité ou inondé. Les Allemands devraient arriver dès ce soir. Il est question de déclarer Moscou ville ouverte, comme Paris. Manifestement, c'est la fin. Je suis descendu dans la rue, j'ai vu passer des voitures chargées à ras-bord. Beaucoup de gens avec des bagages, l'air désespéré. Dans les files d'attente et dans la ville, la colère des gens gronde contre l'ancien régime qui les a trahis, laissés tomber, abandonnés. On brûle déjà les portraits des dirigeants. Les gens ont honte de leur pays. On ne peut pas encore prendre toute la mesure de l'amertume engendrée par cette nouvelle défaite immense, infligée non pas au système, bien sûr, mais au pays. Pour la énième fois, un pouvoir incapable a failli. Le peuple ne mérite-t-il donc pas un gouvernement digne de ce nom ? La situation à Moscou est absolument incompréhensible. Du diable si quelqu'un arrive à y comprendre quelque chose. Les communistes et les juifs quittent la ville. Et la radio continue de braire des chansons patriotiques. Certains affirmaient que les Allemands étaient attendus à Moscou cette nuit. C'est exagéré, mais tout est possible. Dans la nuit du 16 octobre, Moscou était prête à tomber. Si les Allemands avaient su ce qui se passait dans la capitale, ils l'auraient prise avec 500 parachutistes. « 19 octobre. Il règne dans la ville une atmosphère de siège. L'ordre est assuré par les forces du NKVD et de la police. Toute personne en infraction peut être abattue sur le champ. Les rumeurs les plus invraisemblables circulent. Staline aurait été tué par Molotov. Ou alors c'est lui qui aurait tué Voroshilov. Ou encore, ils ont tous pris la fuite. Les journaux d'hier parlent de résistance à l'intérieur même de la ville et font même l'éloge de cette guerre urbaine. C'est manifestement la forme que prend la défense militaire de Moscou. On en perçoit d'ailleurs déjà certains signes. On voit s'élever ça et là des espèces de barricades, en plein XXe siècle. « 31 octobre. Pas de changement. Manifestement, il y a une trêve. La rumeur situe les Allemands près de Golitsino, à une 50aine de kilomètres. La Wehrmacht n'attaque pas. Le Kremlin profite du répit. 4 novembre. Grande nouvelle. Nous allons filmer la réunion solennelle organisée à l'occasion du 24e anniversaire de la Révolution. Elle aura lieu dans le métro, à la station Mayakovsky. C'est épatant, au nez et à la barbe des fascistes. Mais le plus important, c'est qu'il y aura un défilé. Camouflet éclatant à Hitler et témoignage de notre force. On pourrait écrire un livre sur ces journées, un gros livre, émouvant.
Notre caméra s'est mise à ronronner le 6 au soir, fixant sur la pellicule l'allocution de Staline. Le tournage a été réalisé par l'équipe du Kremlin. Il y a eu une alerte pendant la retransmission du discours. Celle-ci n'a été interrompue que quelques secondes, le temps de faire passer une annonce. Citoyens, alerte aérienne. Le tournage s'est bien passé, malgré des conditions difficiles. Le matériel avait été transporté dans une rame de métro, prêt à filmer. Наша первая цель состоит в том, чтобы освободить наши территории и наши народы от немецко-фашистского ига. У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли и своего режима славянским и другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов. Но чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную мощь немецких захватчиков. Нужно истребить всех немцев, пробравшихся в нашу страну в качестве ее поработителей. Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели длительную, деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны. Наше дело правое. Победа будет за нами. « 7 novembre. C'est encore la pagaille avec le journal. Il y a eu un cafouillage, soit du NKVD, soit de la direction des studios. On a reçu l'ordre de mission à 2h du matin. Quand j'ai demandé « à quelle heure ?», on m'a répondu « à 7h30 au studio ». J'ai failli ne pas me réveiller. J'ai bondi hors de mon lit à 7h20 et je suis parti. Il neigeait à gros flocons, dans un silence absolu. Je roule, quand soudain éclate dans la brume et la neige la voix du présentateur et les bruits de la place rouge. L'émission a commencé. J'appuie à fond sur l'accélérateur. J'arrive au studio à 8h05. Des techniciens sortent en courant. Ils ont appris à la radio que le défilé avait débuté. Je file avec ma camionnette jusqu'à la place. L'infanterie est déjà passée. Soukhova a réussi à filmer les derniers rangs. Elle est arrivée 10 minutes avant nous. Je filme la cavalerie, l'artillerie, les chars. Beaucoup de chars. Et pas de simples chenillettes, mais de gros KV, des T-34 et d'autres encore. J'ai compris plus tard qu'il s'agissait de chars anglais. Dans le ciel, tout est calme. Pas d'avion, amis ou ennemis. Il neige à gros flocons. Staline a bien fait un discours, mais personne n'a filmé. Je rentre au studio. Matyunin, du NKVD, arrive presque en même temps. Il vient chercher Varlamov pour qu'il aille s'expliquer auprès de Shcherbakov, le secrétaire du comité central. Un peu plus tard, c'est au tour du directeur des studios, Katznelson, d'être convoqué. Ils sont dans de sales draps. Le montage des images est presque terminé, mais sans le discours de Staline et sans le début du défilé. 14 novembre. La direction des studios est chez Shcherbakov. Il faut absolument intégrer le discours de Staline, filmé cette fois et synchronisé. « 17 novembre. Un mois s'est écoulé depuis la grande panique de Moscou, et les Allemands n'ont pas bougé. Si l'on en croit les journaux, nous les soumettons à une forte pression sur l'ensemble du front moscovite. 19 novembre. On dit que le pain blanc sera bientôt réservé aux enfants. Il y a de longues files d'attente devant les boulangeries. 20 novembre. D'après les journaux, les Allemands avancent avec détermination dans la région de Volokolamsk et Kalinin. Ils ont manifestement toujours l'intention de s'emparer de Moscou par une offensive frontale.
La force instinctive dont fait preuve la Russie ne cesse cependant pas d'étonner. En dépit du crétinisme qui imprègne notre système de haut en bas, elle parvient depuis 5 mois à combattre littéralement toute l'Europe. Sa population est indigente, mais investie d'une mission. 24 novembre. Les Allemands sont à Klin, et même, dit-on, à Podzolnechnaya, à 50 km. D'après les journaux, la situation est de plus en plus difficile. 40 divisions marchent sur Moscou. Ici et là, dans notre retraite, nous brûlons les villages pour que les Allemands ne puissent pas s'y arrêter. La population se rend aux abords de Moscou pour chercher sous la neige des carottes et des betteraves gelées. Il y a beaucoup de cas d'intoxication au gaz d'éclairage. De temps en temps, le réseau est coupé. Les usagers oublient alors de fermer les robinets d'arrivée. Et lorsque le gaz revient, il envahit les appartements, surtout la nuit. 26 novembre. Les rumeurs les plus effrayantes circulent. Les Allemands seraient à Rimki. En tout cas, si mes oreilles ne me trompent pas, on entend la nuit au loin des tirs d'artillerie. À combien? 40 ou 50 kilomètres? Ça ressemble aux prémices d'une conquête imminente et totale de Moscou. 1er décembre. Les alertes se succèdent. Les Allemands sont à Srodnia, à 30 km de Moscou. Des réfugiés de Podzolnechnaya racontent que tout brûle sur le chemin des Allemands. 2 décembre. On dit que tous les environs de Moscou sont couverts de fortifications et de mines, que l'armée est partout. On a le sentiment que cette fois, nous allons résister. Un tract de l'armée rouge. Ne touchez pas à Moscou. Soldats allemands, Hitler vous envoie vers une mort certaine. Personne ne prendra Moscou. Jamais. « 3 décembre. La situation aux abords de Moscou est grave. On continue d'évacuer de la capitale tous les intellectuels de valeur, universitaires, artistes, médecins, etc. Les prix sur le marché augmentent. Les gens commencent à avoir faim. La sous-alimentation est une réalité. Les vivres arrivent manifestement au compte-gouttes et beaucoup de choses auraient déjà disparu. « 4 décembre. On entend les canons tonner tout près. Il y a de nombreuses barricades. Aux urgences, on nous a demandé d'apporter notre propre pain pour le déjeuner. 5 décembre. Il fait de plus en plus froid. Ce matin, moins 26 degrés. Dans la soirée, c'était encore pire. Je n'ose pas imaginer les conditions sur le front par un temps pareil. Une blessure, même légère, devient vite mortelle. Mais tout cela joue plutôt en notre faveur. La technique a du mal à suivre. Les soldats allemands ont plus de problèmes que les Russes. Nous sommes habitués à de telles conditions. « 9 décembre. Les Allemands ont commencé à reculer. On entend les tirs d'artillerie. Les bombardements se multiplient. Mais le fait est que l'invincible armée allemande recule. » 10 décembre. Nous enregistrons des succès partout. Yelets et Tirvin ont été repris. Kalinin est encerclé. Les gens ont de nouveau le moral. J'ai désormais la certitude que les Allemands sont sur le déclin. C'est ce qui ressort logiquement de l'évolution des événements de ces derniers jours. 13 décembre. L'annonce de la défaite des Allemands aux abords de Moscou m'est parvenue aujourd'hui par bribes, au fil des rumeurs et des informations distillées par la radio et les journaux, jusqu'à la parution de la Pravda. Le plus important, c'est que cette défaite devrait briser le moral des soldats allemands, de façon sans doute irréversible. Le blason de Staline est soudain redoré. Mais que doit faire Churchill? N'est-il pas temps de sauver Hitler de Staline? De choisir entre la peste et le choléra? 15 décembre. Notre train est arrivé à Moscou tard dans la soirée. Le commissaire du peuple aux affaires étrangères, Vyacheslav Molotov,
a accueilli Anthony Eden et lui a immédiatement annoncé que l'armée rouge avait, le jour même, chassé les Allemands de la ville de Klin. Lorsque les membres de la délégation anglaise en chapka et manteau de fourrure sont descendus des wagons et se sont avancés sur le quai à la rencontre des Soviétiques venus les accueillir, dans la lumière crue et rougeoyante des lampadaires, lorsque les panaches de vapeur et de fumée crachés par la locomotive les ont enveloppés avant de se perdre sous la voûte de la gare, il m'a semblé, l'espace d'un instant, que nous n'étions plus dans la froide réalité de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt face à un tableau tiré d'un sinistre conte de fées. À l'occasion de l'une de leurs rencontres, Eden a demandé à Staline l'autorisation de se rendre sur le front. Staline a accepté et lui a recommandé d'aller dans la région de Klin, où les combats se poursuivaient face à une armée allemande qui battait en retraite. Le voyage a eu lieu le 19 décembre. La chaussée et les bas-côtés sont jonchés d'innombrables camions renversés, de chars éventrés, de pièces d'artillerie hors service et de toutes sortes d'autres débris d'armement. Le diable en personne s'est amusé ici avec ses jouets infernaux, me suis-je dit. Nous avons vu de nombreux cadavres au milieu de la route, dans les fossés et dans les champs couverts de neige. La majorité était allemands dans leurs uniformes bleu pétrole, mais il y avait aussi des soldats de l'armée rouge avec leurs longs manteaux gris. Les cadavres s'étaient déjà raidis, parfois dans les poses les plus étranges et incompréhensibles, les bras grands ouverts, à quatre pattes ou enfoncés jusqu'à la ceinture dans la neige. Lorsque nous sommes rentrés à Moscou le soir, Eden s'est exclamé « J'ai vu de mes propres yeux l'armée allemande défaite, en retraite, en déroute. Le mythe de l'invincibilité allemande est brisé. » « 23 décembre. À Moscou, la querelle va désormais bon train entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis et revenus. Chaque camp tient absolument à prouver la justesse de son attitude. Je me demande comment cela va finir. En faveur de ceux qui sont restés, je pense. Car il fallait être héroïque pour croire en la résistance de Moscou. Et pour l'instant, on a du mal à voir où était l'héroïsme de ceux qui sont partis. Léonid Timofeyev a dissimulé son journal dans un fauteuil en cuir. Personne n'en connaissait l'existence. Sa fille l'a trouvé après sa mort en 1984. 29 décembre. Rien à signaler. Le front s'éloigne lentement vers l'ouest. Les gens font la queue pour le pain dès minuit. C'est aujourd'hui le 191e jour de guerre. Quelles que soient les réserves des Allemands, ils sont dans le pétrin. À Moscou, on démonte déjà les barricades.